Bonsoir. Il y en a qui disent qu'on tourne le fer dans la plaie chaque année. D'autres qui pensent qu'on a un devoir de mémoire. 11 septembre, 5 ans après. Pour tout voir et savoir au TV à 22h. Dans 30 secondes. Oyez, gens du voisinage, débarquez d'Internet. Faut que je télécharge la musique et des vidéos, puis je veux pas avoir un de vous autres me ralentir. Bertrand, you! J'ai sympathico. Je partage pas mon accès Internet avec tout le voisinage. Ah! Y en a pas de ralentissement. Hey, ma haute vitesse elle est toujours rapide. Fausse alerte, groupe, vaquez à vos occupations. C'est bien le fun, ça. Rendez-vous, vous êtes cernés! Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici vos nouvelles de ce lundi, 11 septembre. 5 ans plus tard, l'Amérique se souvient et prévient que la lutte pour la civilisation va continuer. Today we are safer, but we are not yet safe. Il faut affronter la menace du terrorisme. Le retour sur les événements et sur la journée avec Claude Charron à Paris, Richard Latendresse à Washington et Denise Bombardier. Mammographie et erreur de diagnostic. Une autre femme dévoile son histoire. C'est effectivement au même endroit. C'était pas des adhérences, mais une tumeur. Atterrissage d'urgence au centre-ville, de l'eau dans l'essence du Cessna. Je savais que l'avion était capable, en mettant plein volet, de me poser à cet endroit-là. Les jeux sont faits pour Eva Avila à Canadian Idol, au public de trancher. Bonne nouvelle, le beau temps se poursuivra demain. Le 11 septembre, c'est devenu un jour du souvenir aux États-Unis. Il y a 5 ans, jour pour jour, le pays était frappé par les pires attentats de son histoire. Aujourd'hui, non seulement les Américains, mais le monde entier a commémoré la tragédie. Et ce soir, le président Bush s'est adressé à la nation. On en parle avec notre correspondant à Washington, Richard Latendresse. Alors, Richard, le président qui n'avait peut-être pas des qualités de rassembleur ce soir, là, il vous a semblé là, vraiment, et à nous aussi, là, un homme déterminé, presque cassant, hein? C'est parce qu'on s'attendait en ce 11 septembre, Sophie, à ce qu'il y ait une main tendue quand même, parce que au cours des dernières semaines, des derniers mois, cette société-ci a été déchirée sur des lignes partisanes entre démocrates, républicains, partisans de la guerre en Irak, ceux qui considèrent qu'on y gaspille de l'énergie et que ça ne mène à rien dans la lutte au terrorisme que de faire tuer des soldats américains là-bas. Eh bien, le président américain, dans ce discours qui a été livré derrière moi dans le bureau ovale, il s'est montré cassant même. Il est non seulement déterminé, mais obstiné à aller jusqu'au bout dans sa guerre en Irak. Il a souligné à quel point l'Irak, quand même, était un élément déstabilisateur du temps de Saddam Hussein. Il est revenu avec ce concept d'affrontement entre civilisations. Et il a dit, cette guerre-là, cette bataille-là, on doit la livrer et la gagner. Sinon, ce sont les prochaines années qui seront difficiles pour nous. On peut l'entendre. We are in a war that will set the course for this new century and determine the destiny of millions across the world. For America, 9/11 was more than a tragedy. It changed the way we look at the world. Alors, si on revient sur la journée comme telle, Richard, en journée de commémoration, journée d'émotion vive aussi. Oui, oui, absolument. Parallèlement à ce qu'on a entendu ce soir avec le président Bush, au cours de la journée, il faut quand même dire que les Américains avaient envie de revivre un peu de ce qu'ils ont connu il y a 5 ans, c'est-à-dire de la solidarité, de l'unité, alors qu'on s'est souvenu avec beaucoup d'émotion de toutes ces personnes qui sont décédées dans les 3 grands secteurs qui ont été frappés par les attentats, New York, la Pennsylvanie et ici au Pentagone. À la fois très officielle et très émouvante. Les cérémonies marquant le 5e anniversaire des attentats du 11 septembre ont d'abord permis à des millions d'Américains de se souvenir des victimes totalement innocentes de ces attaques. Un premier son de cloche pour un premier moment de recueillement. 8h46, le moment où le premier avion, le vol 11 d'American Airlines, s'est écrasé contre la tour nord du World Trade Center. Deuxième son de cloche pour le deuxième avion, le vol 175 de la United Airlines, précipité contre la tour sud. Puis un silence, interrompu par le récit calme et méthodique du nom de chacune des victimes des attaques. Mukul Kumar Agarwal. And to my husband, Richard Anthony Aceto, our daughter Christina and I love you.
Une longue cérémonie marquée de quelques discours, insistant chaque fois sur le souvenir des disparus. We've come back to remember the valor of those we've lost. Le président Bush, lui, s'est recueilli parmi les pompiers new-yorkais. Il y a 5 ans, en tentant de porter secours aux personnes prises dans les tours jumelles, 343 pompiers ont perdu la vie. C'est dans un tout autre décor que le président américain a poursuivi cette journée, quittant la grande ville pour un champ de Pennsylvanie, un champ près de Shanksville, où s'est écrasé le vol 93 de la United Airlines après que des passagers eurent donné l'assaut contre les terroristes aux commandes de l'appareil. Christian Adams. Des passagers dont les noms aussi ont été récités un à un. Pas question, là non plus, d'oublier. Au Pentagone, des cérémonies en 2 temps. Il y a 5 ans, le vol 77 d'American Airlines s'est fracassé à 9h37 contre le symbole de la puissance militaire américaine. 5 ans plus tard, le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld ont présidé, en présence des membres des familles des victimes, une cérémonie relativement sobre, évoquant les terroristes derrière ce système de communication horrible, qui était terrible, et qui a justement fait que la moitié de la population de l'Afghanistan avait disparu, n'est-ce pas, était confinée dans sa maison, en l'occurrence les femmes, ouais. Qui ne pouvaient plus aller à l'école, qui ne pouvaient plus se faire soigner, qui ne pouvaient plus exister. Et c'est ça qu'on veut. Les mêmes gens qui aujourd'hui disent ouais, mais restons donc chez nous, puis envoyons pas des soldats, puis laissez faire en Afghanistan, ce sont les mêmes qui criaient qu'est-ce qu'on fait en voyant que les femmes afghanes avaient disparu. Et ça va être exactement la même chose. Vous parlez, Denise, des talibans. Je vais vous montrer à nos téléspectateurs aussi une photo intéressante. Ça, c'est la nouvelle jaquette d'hôpital qui va être offerte en Grande-Bretagne pour, évidemment, les femmes musulmanes. Vous réagissez comment à ça? Vous me posez la question. Imaginez-vous. Mais alors, voici une femme qui n'existe pas. Et ce que ça dit, ce que ça envoie comme message est terrible. Bon, là, ils vont en Angleterre. C'est le politiquement correct qui règne, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont accepter ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut chez nous? Est-ce que nous, qui nous sommes battus pour l'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on veut revenir et accepter des choses qui font disparaître littéralement les femmes? Parce que c'est vers ça qu'on... La femme n'existe pas dans ce système-là et on n'en veut pas de ça ici. C'est vrai que vous êtes en forme. Merci, Denise. Au revoir. I'm Katie Couric. Tonight, it was the first front in the war on terror. And in Afghanistan now, the Taliban are back with a vengeance. Lara Logan has an unprecedented Ce que vous voyez là, c'est la grande première de Katie Couric ce soir sur CBS, un événement que bien des observateurs attendaient. Alors, je joins à Washington notre correspondant Richard Latendresse. C'est la grande rentrée pour lui aussi. Alors, Richard, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Dites-moi la nouvelle du jour, là, un grand moment de télé, l'entrée en scène de Katie Couric à la base du bulletin du soir de CBS. Une première pour une femme aux États-Unis. Première prestation convaincante? Ben, moi, je l'ai trouvée convaincante. C'est sûr que c'est demain matin dans les journaux, les spécialistes de la question, les critiques de la télé qui vont la juger, peut-être un peu sévèrement dans la mesure où elle avait l'air plus sombre, presque triste à certains moments, comme si elle voulait se rapprocher d'une information sérieuse par rapport à ce qu'elle faisait, ce qu'elle a fait pendant 15 ans au Today Show à NBC. Cela dit, elle avait l'air extrêmement crédible et son bulletin de nouvelles a très bien fonctionné. Bien. C'est une femme à laquelle les téléspectateurs américains se sont attachés. Richard, est-ce qu'on la reconnaît ou bien le format du bulletin là, un peu rigide, la dessert? Bien, pour l'instant, effectivement, on la sent très encadrée, mais elle a beaucoup insisté, elle, sur cette volonté de rendre la nouvelle plus accessible aux gens, d'avoir un ton de conversation plus que le récit qu'on entend souvent du côté des présentateurs de nouvelles américains. Alors, ce soir, ce n'était pas exactement le cas, mais à la toute fin, lorsqu'elle a dit, par exemple, je n'ai pas de formule pour clore ce bulletin-là, elle a rappelé les formules de Walter Cronkite ou Dan Rather ou d'autres, même du cinéma américain.
Elle a dit « Je vous invite à m'en écrire et puis je vais piger parmi ce que vous allez me raconter. » Alors, déjà là, elle s'adressait plus directement au public comme elle nous avait habitués, donc à l'émission du matin. Un grand moment, on peut quand même se dire, on est en 2006, là, il était temps. Pourquoi ça a pris tant de temps avant qu'une femme accède à cette fonction prestigieuse là-bas? C'est un peu gênant de l'avouer, mais quand même, dans une certaine mesure, ça reste une société un peu misogyne. On utilise l'expression, Sophie, les femmes take care, les hommes take charge. Les femmes, elles prennent soin des gens, les hommes prennent les choses en main. Alors, on avait de la misère à croire qu'une femme pouvait être aussi convaincante. Et il semble qu'elle, comme vous, chez nous, elle a ouvert cette porte-là, elle a brisé ce tabou-là, et c'est une bonne porte d'ouverte. Bon, parlons de George Bush maintenant, rapidement. Richard, quelques jours du 5e anniversaire du 11 septembre. On va le garder à l'œil, Sophie, parce qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois et jusqu'au 7 novembre, ici, il y a des élections législatives. Le président Bush, pour aider ses candidats républicains, va dire les décisions qu'on a prises, notamment en Irak, c'est nécessaire dans notre lutte au terrorisme. Alors, soutenez-nous. Il faut qu'on tire les leçons de l'histoire. Il a associé Osama Ben Laden à Hitler, à Lénine, vous saviez, derrière l'Union soviétique. Alors, il a voulu dire ce qu'on a pris comme décision, c'était les bonnes décisions. Et il faut aller de l'avant de ce côté-là, continuer à nous soutenir. Donc, au cours des prochaines semaines, jusqu'aux élections législatives du 7 novembre. Ouais. Merci beaucoup, Richard. Au revoir, Sophie. Au revoir. Hollywoodland, le film lève-t-il vraiment le voile sur la mort du premier Superman? La réponse plus tard dans le bulletin. Parlons de nourriture. Le Guide alimentaire canadien, depuis 1942 qu'il est publié, et pour manger sainement, c'est un peu la Bible des consommateurs. La dernière édition remonte à 1992 et la nouvelle version sera publiée bientôt. Depuis 1992, évidemment, le monde a bien changé. Il a grossi aussi. Et selon ce qu'a appris Maryse Gagnon, le nouveau guide va en tenir compte. Maryse. Des fruits, des légumes, du lait, de la viande, des céréales. Portions trop grosses ou portions trop petites? Pour bien des consommateurs, le Guide alimentaire canadien est un véritable phare. Protéines, fruits, légumes, pain, céréales, produits laitiers. Oh, mais vous l'avez lu? Oui! C'est un des documents les plus consultés au Canada, le plus distribué après les formulaires d'impôt. 24 millions d'exemplaires de la dernière édition, qui remonte à 1992. Malgré le fait que beaucoup de gens reconnaissent le guide alimentaire puis ils le connaissent, il y avait de la difficulté à l'utiliser pour guider leur choix alimentaire. Le nouveau Guide alimentaire canadien conservera son arc-en-ciel aux 4 couleurs pour les 4 grands groupes. Produits céréaliers, fruits et légumes, produits laitiers, viande et substituts. La grande différence, les portions suggérées seront plus petites, les écarts seront réduits. Fini les 5 à 12 portions par jour pour tout le monde. On suggérera plutôt des quantités en fonction de l'âge et du sexe. L'autre nouveauté, le guide sera plus détaillé, plus précis. On va avoir un document de plusieurs pages qui donne des exemples concrets de choix alimentaires que les gens devraient faire. Alors, on ne parle pas seulement du nombre de portions, mais aussi on essaie de donner des conseils sur le type d'aliments à choisir et à ne pas choisir. Par exemple, des céréales à grains entiers, du riz brun, des yogourts faibles en gras. On fera aussi une place aux aliments exotiques introduits par les communautés culturelles. Les auteurs du guide sont bien sûr préoccupés par l'obésité qui gagne du terrain au Canada. Mais attention, dit cette spécialiste, le guide a ses limites. Je pense que c'est important de savoir que le Guide alimentaire canadien, c'est pas une copie de diète, puis c'est pas une diète amaigrissante. Donc, ce n'est pas l'outil premier par lequel les gens vont contrôler leur poids. La fonction première du guide, c'est de donner des grandes lignes de conduite sur quoi choisir comme aliment et avoir une idée de quelle quantité consommer. La nouvelle version est attendue pour la fin de 2006 ou le début de 2007. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Eh bien, pour une fois, Mario Pelchat se serait bien passé de publicité. C'est qu'il était en cours ce matin pour une affaire qui a tout l'air d'un cas de rage au volant. Il est accusé de voie de fait sur un automobiliste il y a 4 ans. Mais le chanteur clame son innocence. Joël Goulet. Mario Pelchat ne s'est pas fait prier pour donner sa version des faits dans cette présumée affaire de rage au volant. Le chanteur de 42 ans a bel et bien été impliqué dans un léger accident de la circulation dans le quartier Villeray le 19 décembre 2002. Mais il nie catégoriquement avoir frappé le conducteur de l'autre véhicule, un homme d'origine latino-américaine. « Je n'ai jamais frappé personne de ma vie, pas même petit gars dans la cour d'école », a-t-il expliqué au juge Richard Chassé. Tout ce qu'il a raconté s'est grossi 1 million de fois.
Le chanteur de charme, qui aligne les succès depuis quelques années avec des rôles majeurs dans Notre-Dame de Paris et Don Juan et le lancement de son plus récent album en France, affirme qu'il a poussé involontairement l'autre automobiliste en ouvrant la portière de son véhicule. La présumée victime l'aurait nargué en lui disant qu'il conduisait une Toyota et non une Mercedes. Inquiété par l'arrivée soudaine du frère du plaignant, Pelcha a lui-même appelé le 911. Vous savez, dans ce genre d'incident-là, la perception des gens, chacun vient donner sa façon, ce qu'il a vu, comment il a vécu ça, et le juge tranche. Le procès de Pelcha se poursuivra en novembre. Le dernier témoin de la défense, un violoniste à l'emploi du Cirque du Soleil, est présentement retenu à Cincinnati. Pelcha a semblé irrité par notre présence à la cour municipale. Il s'est d'ailleurs refusé à tout commentaire. Vous savez, la présomption d'innocence, là, c'est pas tout le monde qui applique ça au même moment et aussi sérieusement. Pour le commun des mortels, être accusé, c'est l'avoir fait. Dans une autre affaire, Mario Pelcha est également accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Il a été arrêté en avril 2004 dans l'arrondissement Outremont. Il devrait subir son procès à la cour municipale en décembre prochain. Joël Goulet, TVA, Montréal. Au retour, les mots qui ont fait perdre la boule à Zidane au Mondial. Materazzi s'explique enfin. Et notre photo de la soirée, un panneau routier pas comme les autres, à Yellowknife.